Le 10-5 de première génération, présenté comme l'indestructible roi du tout-terrain, s'est transformé en cauchemar hivernal pour ses propriétaires russes. Les promesses marketing de BMW ont masqué des failles techniques qui ont entraîné des dépenses de plusieurs milliers d'euros et fragilisé la confiance des acheteurs. Découvrir comment l'alliance d'une plateforme entièrement neuve et d'une technologie de transmission intégrale tirée de Rover a créé un déséquilibre fatal, invisible au moment de l'achat. Cette fracture entre le prestige annoncé et la réalité du froid glacial a fait perdre d'importantes sommes aux conducteurs et a terni leur image sociale. Qui, du constructeur, du marketeur ou de l'acheteur, porte réellement la responsabilité de cette illusion ? Après l'acquisition décisive de Rover en 1994, réalisée pour 800 millions de livres sterling, BMW s'est retrouvé propulsé dans une nouvelle aventure stratégique, exploiter le patrimoine tout-terrain britannique tout en affirmant son identité de constructeur de luxe allemand. Le groupe a envisagé de créer un véhicule capable de traverser montagnes, déserts et routes enneigées. Un roi du tout-terrain, destiné à séduire les acheteurs recherchant un prestige à la fois sportif et aventurier. En 1999, la première génération du nouveau SUV voit le jour. Baptisé X5, il repose sur une plateforme entièrement nouvelle, conçue par les ingénieurs BMW. La transmission intégrale, héritée de la technologie Rover, est intégrée à ce châssis, promettant une bonne adhérence sur tous les types de surfaces. Dans les campagnes publicitaires, le X5 était souvent mis en scène dans des environnements exigeants, soulignant son image de puissance et de polyvalence. Cette mise en scène a immédiatement attiré une clientèle prête à investir des sommes conséquentes pour acquérir ce symbole de pouvoir. Les concessionnaires ont vu leurs vitrines se remplir de véhicules éclatants, tandis que les acheteurs, souvent des cadres supérieurs et des entrepreneurs, voyaient dans le X5 la garantie d'un statut social renforcé. Les prix étaient largement supérieurs à la moyenne du segment, même sans compter les options de luxe qui pouvaient augmenter davantage la facture. Ainsi, chaque promesse marketing est devenue une pression supplémentaire sur les épaules de ceux qui décidaient de franchir le pas. Les médias automobiles, quant à eux, ont amplifié le mytho du X5. Les revues spécialisées ont publié des essais glorieusement favorables à la maniabilité sur route et à l'apparence imposante du véhicule, tout en minimisant les limites éventuelles du système de traction. Les discours des dirigeants de BMW soulignaient que le X5 n'a aucune frontière, le présentant comme la liberté totale de voyager où que l'on le désire. Ce discours renforçait l'attente d'une performance infaillible, même dans les conditions climatiques les plus rudes. Mais dès les premiers mois de commercialisation, une question a commencé à émerger. Comment un véhicule dont la plateforme était conçue pour la légèreté pouvait-il réellement résister aux exigences du froid extrême ? Certains propriétaires russes ont signalé que les poignées de porte extérieures, en alliage fragile, pouvaient se gripper après le gel de l'humidité à l'intérieur du mécanisme. D'autres ont rapporté que le système de ventilation du carter, PCV, pouvait geler, créant des bouchons de glace et augmentant la pression d'huile, ce qui entraînait des fuites. Enfin, la suspension arrière, caractérisée par un negative camber, pouvait accélérer l'usure de la bordure intérieure du pneu. Ces problèmes, évoqués par des témoignages de propriétaires et des revues techniques, ont mis en évidence un écart entre les attentes tout-terrain et la réalité d'une architecture principalement orientée vers la conduite sur route. Pourquoi ces promesses se désagrègent-elles lorsque le froid mordant s'abat sur les routes russes ? Dans les ateliers de la division ingénierie de BMW, les équipes se sont retrouvées face à une tâche ambitieuse. Transformer la technologie tout-terrain acquise chez Rover en une base entièrement nouvelle pour le premier X5. Le châssis, conçu de zéro, devait mêler légèreté et robustesse, une combinaison rare à l'époque. Les designers, encore enthousiastes après le rachat de Rover, ont décidé d'emprunter uniquement le système de transmission intégrale, laissant le reste du véhicule à la création interne de BMW. Cette décision stratégique a immédiatement créé une fracture subtile entre les promesses marketing et la réalité technique. Le 4x4 de Rover, réputé pour sa capacité à affronter les terrains accidentés,
était intégré à une architecture dont les matériaux et la géométrie n'avaient jamais été testés dans les conditions extrêmes de la Russie. Les ingénieurs de BMW ont ainsi dû concevoir une plateforme qui, en apparence, alliait la sportivité d'une berline à la robustesse d'un SUV, mais dont la suspension était optimisée pour les routes urbaines plutôt que pour le froid glacial. Les premiers prototypes, présentés lors de salons automobiles, faisaient étalage d'une silhouette élancée, de lignes fluides et d'une promesse de tout-terrain. Dans les salles de conférence, les responsables marketing déclaraient que le X5 était le véhicule capable de dominer toutes les routes, du bitume lisse aux chemins enneigés. Cependant, dès les débuts de la première décennie, les concessionnaires ont commencé à recevoir des retours inattendus. De nombreux propriétaires signalaient que les poignées de porte extérieures, fabriquées à partir d'un alliage léger, se fissuraient dès que la température descendait sous 0 degré. Ces signalements ont été le premier indice d'une inadéquation entre les composants importés de Rover et la nouvelle architecture de BMW. Les ingénieurs de Rover, lors d'interviews, ont expliqué que leur système de transmission était conçu pour travailler avec un châssis plus massif, capable d'absorber les contraintes mécaniques générées par le froid et les sols inégaux. En revanche, la plateforme BMW, plus légère et plus souple, n'offrait pas la même marge de manœuvre, amplifiant les tensions sur les pièces périphériques. Le coût de ces premiers défauts a rapidement dépassé le simple échange de pièces. Les ateliers de réparation ont dû commander des pièces de rechange spécifiques, augmentant les frais de service pour les clients. Cette hausse des dépenses a commencé à éroder le prestige du véhicule, transformant un symbole de pouvoir en une source de préoccupation financière. Les propriétaires, qui avaient investi des sommes importantes pour acquérir ce SUV, se sont retrouvés à faire face à des factures inattendues, tandis que la réputation du modèle commençait à se fissurer. Parallèlement, les équipes techniques de BMW, soucieuses de préserver l'image du X5, ont tenté de rationaliser le problème en attribuant les fissures à des défaillances d'usage. Cette stratégie de minimisation a cependant alimenté le mécontentement des clients, qui voyaient leurs plaintes ignorées et leurs véhicules compromis. L'écart entre la promesse d'un tout-terrain infaillible et la réalité d'un composant fragile a créé une tension grandissante, non seulement entre le constructeur et ses acheteurs, mais aussi au sein même de l'entreprise, où les divisions de conception et de marketing se sont trouvées en désaccord. Alors que les premières plaintes s'accumulaient, un autre problème, plus invisible mais tout aussi redoutable, commençait à se préparer dans les profondeurs du moteur. Le système de ventilation du carter, hérité de la technologie Rover, pouvait geler dans les conditions hivernales les plus rigoureuses, entraînant des fuites d'huile et des risques de dommages moteurs. Quel sera le prochain défaut qui se révélera sous le gel, menaçant encore davantage la réputation du 10.5 ? Le choix de l'alliance légère pour les poignées extérieures du BMW X5 première génération semblait, à première vue, une décision purement économique. Réduire le poids du véhicule et diminuer le coût de production. Selon les rapports de plusieurs propriétaires, cet alliage, déjà utilisé dans l'aéronautique, pouvait se révéler insuffisamment résistant aux conditions de gel qui prévalent dans les climats froids, notamment en Russie. Lorsque la température chute en dessous de 0, l'humidité emprisonnée dans le mécanisme de la poignée peut se transformer en glace. L'alliage, bien que solide à température ambiante, devient alors très fragile et peut se fissurer sous une pression modérée exercée par la main. Des témoignages de forums automobiles indiquent que la partie supérieure de la poignée se détache parfois avec un bruit ressemblant à du verre brisé, obligeant le conducteur à forcer l'ouverture de la porte et à recourir à des solutions de fortune pour accéder à l'habitacle. Cette situation, qui aurait pu rester anecdote, se répète régulièrement dans les échanges en ligne. Le coût immédiat de la réparation dépasse souvent le budget prévu. Le remplacement d'une poignée, bien que techniquement simple, nécessite l'intervention d'un concessionnaire agréé, des pièces d'origine et plusieurs heures de main-œuvre. Selon les estimations des spécialistes, les dépenses engendrées peuvent atteindre plusieurs milliers de roubles, un montant qui se rapproche de la mensualité d'un crédit automobile. Certains propriétaires, pressés de remettre le véhicule en circulation, recourent alors à des prêts ou à l'aide de proches, ce qui alourdit davantage leurs charges financières. Parallèlement, le système de ventilation du carter, le circuit de recirculation des gaz du moteur, communément appelé PCV,
présente un problème encore plus insidieux. Les conduits en plastique, destinés à transporter les gaz, sont exposés aux variations de température extérieure. En hiver rigoureux, le liquide contenu dans ces conduits peut geler, créant un bouchon de glace qui bloque le flux. La pression interne augmente alors, pouvant forcer l'huile à s'échapper par les joints affaiblis. Le résultat se manifeste souvent sous forme de fumée blanche à l'échappement, signe d'une possible surpression du système et d'un risque de panne moteur. Des diagnostics effectués par des ateliers indépendants ont mis en évidence des joints PCV fissurés, nécessitant le remplacement complet du système. Le coût de cette opération peut également atteindre plusieurs milliers de roubles, sans compter le temps d'immobilisation du véhicule. Ces réparations, lorsqu'elles s'accumulent, pèsent lourdement sur le budget des conducteurs. Des propriétaires dont les économies sont limitées se retrouvent parfois contraints de choisir entre le paiement des réparations et les dépenses quotidiennes, telles que le chauffage ou l'alimentation. Les concessionnaires, confrontés à un volume important de réclamations, émettent régulièrement des bulletins de service, mais la disponibilité des pièces de rechange reste parfois problématique, prolongeant les délais d'attente. Le stress financier se double d'une frustration morale. Chaque nouvelle panne renforce la méfiance envers une marque qui promettait fiabilité et robustesse. Les forums en ligne se remplissent de récits de propriétaires décrivant ces mésaventures, accompagnés de captures d'écran et de vidéos illustrant les poignées endommagées ou la fumée qui s'échappe du pot d'échappement en plein froid. Cette visibilité croissante contribue à une perte de confiance collective, incitant certains acheteurs potentiels à reconsidérer leur désir de posséder un BMW X5 première génération. Les revendeurs, quant à eux, constatent un ralentissement des ventes, tandis que les équipes après-vente peinent à gérer le flux continu de réclamations, souvent traitées en urgence. Dans ce climat de tension, chaque incident ne fait qu'accentuer la perception d'un véhicule mal adapté aux conditions extrêmes, transformant le rêve d'un SUV indestructible en un cauchemar hivernal. Mais le problème de la suspension arrière cache un coût encore plus lourd. Le problème de carrossage négatif a rapidement émergé comme l'une des failles les plus notoires de la première génération du X5. Dès les hivers russes, plusieurs conducteurs ont signalé une usure accélérée des pneus arrière, la bande intérieure s'effaçant 2 à 3 fois plus vite que la bande extérieure. Cette usure n'était pas attribuée à un style de conduite agressif, mais à un défaut de conception. La suspension arrière était réglée avec un carrossage négatif, avantageux en virage, mais problématique sur les routes enneigées où la traction est déjà limitée. Les ateliers de service ont d'abord avancé l'idée d'un mauvais entretien, mais les rapports techniques ont progressivement confirmé la cause fondamentale. La géométrie des roues, conçue pour optimiser l'adhérence sur pavement sec, créait une charge supplémentaire sur le bord interne du pneu lorsqu'une couche de neige fondait puis se recongelait sous le poids du véhicule. Chaque kilomètre parcouru sur une chaussée verglacée semblait accentuer ce frottement, favorisant une usure prématurée du pneu. Selon certains concessionnaires, le coût d'un jeu complet de pneus d'hiver pour l'arrière pouvait parfois approcher la moitié du prix du véhicule, ce qui constituait une charge financière non négligeable. Quelques propriétaires, d'après les témoignages recueillis sur les forums, affirmaient devoir remplacer leurs pneus arrière tous les 20 000 à 30 000 km, ce qui équivalait à plusieurs remplacements par an dans les conditions climatiques rigoureuses. Cette dépense supplémentaire est rapidement devenue un sujet de préoccupation visible dans les discussions en ligne, où la viabilité du modèle était régulièrement remise en question et où chaque nouveau témoignage augmentait la pression sur les concessionnaires pour proposer des solutions. Les concessionnaires, tiraillés entre la promesse de luxe du constructeur et les coûts de réparation, ont tenté d'offrir des alternatives. Certains ont recommandé l'installation de pneus à bande de roulement renforcés, d'autres ont suggéré de rétablir un carrossage plus neutre à l'aide de kits de réglage. Bien que ces mesures puissent atténuer le problème, il semble difficile de l'éliminer totalement. Et le prix des pneus spécialisés, ainsi que les délais de livraison, ont continué à grever le budget des propriétaires déjà frustrés. Cette dynamique de dépenses et de déception a creusé un fossé grandissant entre le statut souhaité du 10.5 et la capacité réelle des propriétaires à maintenir le véhicule en conditions optimales. Les forums ont vu émerger des campagnes de plaintes. Les médias spécialisés ont publié des rapports détaillés sur le coût total de possession, et même les équipes de vente ont commencé à mettre davantage en avant les variantes diesel,
considéré comme plus fiable dans le climat rigoureux. Toutefois, la question sous-jacente demeurait la même. Comment un véhicule présenté comme le roi du tout-terrain pouvait-il imposer des coûts d'entretien qui menaçaient de faire vaciller le prestige même de ses acquéreurs? Le choc financier ne s'est pas limité aux particuliers. Les flottes d'entreprises, qui avaient équipé leurs routes de plusieurs DUS 5 pour projeter une image de puissance, ont dû réévaluer leur budget, parfois en réorientant leurs achats vers des modèles concurrents, dont l'entretien était perçu comme moins onéreux. Les coûts additionnels ont commencé à apparaître dans les bilans, et les actionnaires ont exigé des réponses, augmentant la pression sur la direction de BMW pour corriger le problème ou proposer des compensations. Alors que les réparations s'accumulaient, un autre phénomène s'est lentement installé dans l'imaginaire collectif. Malgré leur frustration, certains propriétaires ont conservé le véhicule, le traitant à la fois comme un fardeau et comme un symbole d'une époque où l'ambition marketing dépassait parfois la technique. Cette ambivalence a préparé le terrain pour une évolution inattendue, transformant la première génération du Duke 5 en une icône culturelle. Le premier BMW Duke 5 de première génération, autrefois critiqué pour ses poignées de porte qui se brisaient sous le gel et pour son système PCV capricieux, a aujourd'hui trouvé une seconde vie dans les salles de vente aux enchères. Les collectionneurs européens, avides de témoins d'une époque où le marketing promettait le tout-terrain, mais où la réalité se limitait à l'asphalte, recherchent ce modèle comme une pièce rare. Les prix ont nettement augmenté. Un exemplaire revendu aux enchères vers 2017 a atteint un montant largement supérieur à la valeur de marché de véhicules similaires, transformant ainsi le cauchemar d'un propriétaire russe qui devait auparavant débourser des milliers de roubles pour remplacer des pièces défectueuses, en un actif dont la valeur dépasse celle de nombreux modèles neufs actuels. Parallèlement, la version diesel de ce même X5, introduite quelques années après le lancement initial, s'est avérée la plus fiable sur les routes russes. Doté d'un moteur à 6 cylindres en ligne, il a résisté aux températures extrêmes et aux longs trajets réguliers sans les pannes récurrentes qui ont affecté les modèles à essence. Les flottes de transport de marchandises et les entreprises de location ont adopté ce moteur comme un cheval de travail, capable d'affronter les hivers sibériens sans compromis. Cette robustesse a consolidé l'image paradoxale du 10.5. Un véhicule qui, malgré ses faiblesses de conception, est devenu un pilier de mobilité grâce à son groupe motopropulseur diesel. Le contraste entre l'échec initial et la redécouverte du véhicule a engendré un phénomène de culte. Les forums russes consacrés aux SUV des années 2000 affichent des discussions passionnées où les propriétaires partagent leurs anecdotes de réparations coûteuses, mais aussi leur fierté de posséder un morceau d'histoire que peu de modèles récents peuvent offrir. Les réseaux sociaux amplifient ce mythe en diffusant des images du 10.5 restauré, brillant sous la neige, accompagnées de légendes sur la persévérance et la résilience. Cette adoration se nourrit d'une nostalgie exacerbée, où chaque défaut devient une caractéristique authentique, renforçant le désir des collectionneurs de détenir ce vestige de l'ambition automobile. Cette évolution n'est pas isolée. Les constructeurs contemporains, notamment ceux qui lancent des crossovers électriques, promettent souvent des performances tout-terrain inégalées, tout en sous-estimant les exigences climatiques sévères de marchés comme la Russie ou le Canada. Ainsi, les leçons du 10.5 résonnent aujourd'hui dans les salles de conseil. Un message marketing qui excède les capacités techniques peut créer un engouement éphémère, générer des attentes irréalisables, pousser les clients à assumer des coûts imprévus et éroder la confiance dans la marque. Le fil conducteur de cette saga, du rêve d'un SUV incassable à son statut d'objet de collection, illustre clairement le danger d'une rupture entre promesse et réalité. Lorsque la technologie est adaptée à moitié, le succès commercial se transforme en récit de survie et paradoxalement en un patrimoine recherché. Cette dualité oblige les fabricants à réévaluer leur stratégie, à aligner leurs promesses sur des solutions d'ingénierie réellement compatibles avec les environnements les plus hostiles. De la même façon, les acheteurs doivent développer une vigilance accrue, questionner les déclarations spectaculaires et évaluer les preuves concrètes avant d'engager leurs finances.